Salut à toutes et à tous, lendemain de Game 2 chez Dunk Hebdo, ça a nos micros et avec moi tout de suite pour débriefer de cette victoire des Lakers. C'est l'homme qui revient de la patrie de Giannis où il s'était exilé pour des vacances bien méritées. C'est Madjan, comment ça va Madjan ? Ça va super, j'ai vu un petit masque aux couleurs des Bucks à l'aéroport, je me suis dit tiens, quand même l'influence de Giannis dans ce beau pays se fait sentir. Elle ne fait que grandir. Exactement, tous les deux on va revenir sur ce match 2, le match en lui-même, donc qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis on va aussi essayer de se projeter sur la fin de série. Avec déjà le match 3 c'est rapidement, c'est demain, c'est dimanche soir. Si vous nous écoutez dimanche c'est ce soir, si vous nous écoutez samedi c'est demain soir. On va essayer de se projeter sur tout ça, faire le bilan. C'est vrai que j'ai l'impression, avant qu'on commence, Marianne, qu'il y a une espèce de déception sur ces deux premiers matchs de play-off avec déjà 2-0 pour les Lakers, une domination des Lakers, des blessés du côté du 8, donc on va parler de tout ça. Mais c'est vrai que je sens pas ce qui se passe d'habitude dans les finales NBA avec des gens qui sont vraiment à fond. Je sais pas ce que t'en penses, on en parlera. En tout cas, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. Et voilà, nous on se retrouve tout de suite pour débriefer cette victoire des Lakers dans le match 2, des grandes conclusions. Marianne, on va revenir sur ce match en lui-même, ce match 2, cette victoire des Lakers. Je te laisse la parole. Tu voulais un petit peu parler du déroulé des ajustements que tu avais pu observer dans ce match. On rappelle pas Dragic, pas Adebayo du côté de Miami. Ouais, tout à fait. Et ben là, ça a été très intéressant parce qu'on a vu que Spoelstra a un peu tout tenté sans Adebayo pour essayer de s'ajuster et d'arrêter ces Lakers qui finalement n'ont jamais. Enfin, le fil du match, c'est que les Lakers n'ont jamais été arrêtés offensivement et que du coup, en encaissant 124 points, il est très difficile pour le Heat de prendre cette game. Globalement, début de match avec Dwight qui s'impose physiquement dans la raquette du 8. Face à ça, pour arrêter un peu ce carnage, parce qu'il y a un peu personne à opposer un duo AD en 4, Dwight en 5 pour répondre physiquement, surtout sans BAM. Côté du 8, on est passé petit. Face à ça, Dwight est sorti et du coup, le 8 a réagi en proposant une zone. Au début, ça a commencé à apporter des effets qui se sont montrés très limités parce qu'en fait, côté Lakers, malheureusement, c'est Rondo. Ils ont deux porteurs de balles avec Rondo et LeBron James qui, en fait, se sont baladés dans la zone. C'est ce dont on parlait en off. C'est à un moment, Rondo était limite au milieu de la zone et organisait l'attaque tranquillement. Et du coup, à la mi-temps, ils sont à moins 14 et du coup, ils abandonnent la zone au retour des vestiaires en se disant bon, tant pis, pas la zone, on repasse en individuel. Et là, c'est à ce moment-là qu'Anthony Davis a décidé de pas rigoler du tout et il nous a offert une démonstration dans le milieu de troisième quart-temps où vraiment il a mis à mal le Heat. Quand il s'est calmé et avec un Heat qui a quand même été très efficace offensivement, l'écart s'est finalement un peu stabilisé autour de la dizaine de points, mais à chaque fois que le Heat semblait revenir, les Lakers mettaient des tirs. LeBron a parfois repris les choses en main pour terminer un peu ce match. Et finalement, ça s'est terminé sur un statu quo où le Heat n'arrivait pas à arrêter ses Lakers. Et donc, quand tu fais pas de stop, tu ne peux pas revenir au score. Et ça se termine sur le score de 124-114 en faveur des Lakers. Ouais, tu vois, tu t'en parlais dans notre conversation privée, tu disais ce matin avant que personnellement je me réveille et qu'on essaie de savoir de quoi on avait parlé, tu disais ouais, faut qu'on soit quand même positif avec Miami. Tu vois, et c'est vrai que ça a été un débat entre nous parce qu'on a essayé de l'être après le match 1, positif avec Miami. On avait pointé du doigt ce qu'il pouvait faire pour revenir dans la série. Et moi, ce que je veux d'abord saluer, c'est je veux saluer le match de Miami, surtout offensif. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent offensivement rien faire de plus que ce qu'ils ont fait hier soir. Ils mettent 114 points. Tom nous le dit qu'on salue, ils sont en 50, 40, 90, donc ils sont à plus de 50% en tir, plus de 40% à 3 points, plus de 90% au lancer franc. Ils vont beaucoup sur la ligne. Je me rappelle un moment de voir la stat, ils étaient à 24 sur 25 au lancer franc. Donc c'est vraiment, c'est parfait. C'est parfait. En fait,
Qu'est-ce qu'ils ont pas fait de bien hier offensivement? Franchement, peut-être Duncan Robinson qui met pas assez de tirs. C'est peut-être sur le volume qu'ils ont pas été assez bons. C'est-à-dire Tout qu'ils à ont, fait. tu l'as dit, tu en parlais avant, ils ont tenté 25 tirs de moins que les Lakers. Ils ont tenté 20 tirs de moins à 3 points que les Lakers. Pour moi, Miami, je me rappelle, pour les avoir joués avec Boston, les avoir vus contre Milwaukee, ils prenaient énormément de tirs à 3 points. Et franchement, ils ont été bien défendus, je trouve, par les Lakers. Les Lakers sont pas une élite, une défense élite, mais c'est une défense intelligente qui te force un petit peu à changer ce que tu veux faire. Et j'ai l'impression qu'ils chassent bien les shooters. Et donc, Miami, qui ne prend que 27 tirs à 3 points, tu me dirais comme ça, pour moi, je trouve que c'est peu pour Miami de prendre 27 tirs à 3 points. Tout à fait, alors qu'en face, justement, les Lakers avec 47 tirs, enfin, c'est un volume assez rare en fait finalement à ce niveau. Des équipes qui mettent 47 tirs, enfin qui tentent 47 tirs à 3 points dans une dans un match de playoff, surtout en finale, je pense que ce n'est jamais arrivé. Faudrait que je check les finales récentes, mais 47 c'est un énorme volume. Et finalement, les Lakers ont eu plus de volume, ont peut-être eu moins de lancers, mais plus de volume de tirs. Avec certes moins de pourcentage, notamment à 3 points où ils sont à 34% comparé aux 40% du hit, mais malheureusement, plus de volume égale plus de points et c'est ce qui leur a fait défaut. Et en fait, là-dessus, malheureusement, il y a eu un moment, surtout troisième quart, quatrième quart, où ils se font bouffer au rebond, ou pour stopper Anthony Davis, qui leur avait mis 2 putbacks d'affilée, ils étaient obligés de se mettre à 2 pour l'empêcher de choper du rebond. Il y a un moment, j'ai même vu Caruso réussir à gratter des fautes sur les batailles rebonds. Ils se sont fait en fait attaquer sur le rebond défensif et la stat est un peu trompeuse. Tu regardes le total des rebonds défensifs, tu dis oui mais attends, le Heat a 31 rebonds défensifs, les Lakers 28. Ouais, les Lakers ont shooté beaucoup plus en volume. Et c'est quand tu regardes les rebonds offensifs où là il y a un 16 à 6 où là effectivement tu comprends que ils se sont fait bouffer et ça a été très compliqué. Autre chose, en plus, pour expliquer un peu cet écart au volume de tir, c'est que les Lakers ont très peu perdu la balle, notamment dans les séquences zones où LeBron et Rondo sont des joueurs trop intelligents pour se laisser avoir par ce type de manœuvre défensive. Et LeBron James, 9 passes décisives, pas de perte de balle. Rondo, 10 passes décisives, une perte de balle. Enfin, quand les deux playmakers font autant de passes sans perte de ballon, c'est très compliqué derrière. 19 passes décisives, une paire de balles pour les deux porteurs de balles principaux des Lakers en finale NBA. Contre une défense qui a fait déjouer complètement des attaques durant tous les playoffs. C'est impressionnant. Franchement, hein, ils ont tué la zone. Ils l'ont tué. Avec en plus des ajustements. Des fois, Rondo était porteur de balle. Des fois, il était à 45 degrés en catch and shoot. Il a mis dedans en plus sur ces situations. Ouais. Donc, s'il met dedans comme ça sur catch and shoot face à la zone, franchement, ça en devient déconcertant quoi pour le coach adverse. Des fois, ils l'ont mis au milieu de la zone, donc c'est-à-dire entre les deux lignes de la zone, donc c'est-à-dire à peu près faire la ligne de lancer franc. Et là, en preneur de décision, tu t'en parlais un petit peu, le nombre de backdoors qu'ils ont réussi à trouver. Ouais. Le nombre de coupes, de shoots faciles, et puis en plus le nombre de boîtes de passes faisables pour AD, pour Dwight aussi, non pas pour AD, pour Markieff Morris aussi, j'ai des souvenirs où en fait les deux étaient pas plus grands que tous les joueurs du Heat, donc c'était facile de terminer après. Et puis voilà, LeBron encore incroyable balle en main, franchement, et en plus il est à 9 passes décisives, franchement, il pourrait être à 14-15 si Danny Green et KCP avaient été un petit peu plus adroits. Hein. Ouais, et c'est ce qui m'inquiète le plus en fait dans ce match défensif du Heat, c'est ils ont essayé beaucoup de choses, mais en fait l'équation Ben du coup parlait dans l'épisode de l'analyse du Game 1 de l'équation impossible de comment tu stoppes à la fois AD et à la fois LeBron. Si en plus t'as pas Bam Adebayo, ton équation devient encore plus insoluble. Et du coup, tu prends 124, t'aurais pu en prendre facile 140 parce que Green et KCP avec des tirs quand même plutôt ouverts sur l'ensemble, c'est 1 sur 8 et 2 sur 11 sur ce match. Et t'en prends quand 19, même. Ouais, t'as 3 sur 19 sur tes deux gardes principaux et tu prends finalement que, entre guillemets, 124. Enfin, ça m'inquiète énormément en fait parce que
Défensivement, il y a les Lakers ont limite un peu de marge en fait. Et je pense que la zone, faut même plus tenter. Hein. Enfin, tu peux pas face à des joueurs aussi forts tenter ce type de manœuvre. Mais après, au-delà de ça, et qu'est-ce qui te reste comme solution et comment tu fais? Parce que là, tu fais ton match offensif. Et on va un peu plus détailler là-dessus, mais tu fais ton match offensif, mais tu arrives pas à les stopper en fait, donc tu perds. Ouais, c'est ça, franchement. Moi, c'est la première chose que j'ai voulu dire. Et c'est un peu drôle parce que c'est vrai que je me suis un peu écharpé avec pas mal de fans du 8 cette semaine sur les réseaux sociaux. Mais franchement, gros respect sur le match offensif de Miami hier soir. Gros respect Incroyable. parce que t'es sans Goran Dragic, donc qui est ton second initiateur d'attaque sur les extérieurs, qui est ton seul joueur avec Tyler Hero qui peut tirer en sortie de dribble. Parce que Jimmy Butler, il tire plus en sortie de dribble. Et ça va être un truc dont on va parler. Jimmy Butler ne prend pas de tir extérieur, donc c'est un souci pour toute attaque. Et sans Bam Adebayo qui est qui régnait sur ses playoffs, qui était cette espèce d'hybride intérieur playmaker capable de porter la balle, de sur les dribble end off, de tout faire et de défendre. Donc t'es sans ces deux joueurs-là, tu mets 114 points, tu trouves de l'adresse, tu sors un Kelly Olynyk en backup 5 qui fait un match qui fait un match comme Kelly Olynyk peut les faire des fois en playoff, c'est-à-dire tout pour l'attaque et il met dedans sur pick and pop, il met dedans sur ce genre de situation et donc ça marche très bien. Tyler Hero fait son match, Jimmy Butler même s'il peut pas tirer, il est très impactant dans l'attaque et il est aussi très bon à la création. Comment t'as trouvé ce match de Miami offensivement? Moi, franchement, bon, je peux rien leur enlever sur ce qu'ils ont fait en attaque. Gros respect parce que avec le personnel qu'ils avaient, ça prouve vraiment que le collectif, le théorème les applications de coaching de Spoelstra marchent, même si je pense que Miami n'était pas les Lakers n'étaient pas à fond défensivement non plus. Je sais pas si c'est pas eux qui finalement ont fait déjouer la défense des Lakers. En tout cas, enfin vraiment, ils ont mis leur tir. Butler a été bon à la création, mais même, je dis bon, mais c'est très 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 bon. Et du coup, il a réussi à souvent trouver ses coéquipiers pour des points faciles. On parlait de l'absence de Bam Adebayo et peut-être l'une des portes de sortie offensive quand tu n'as plus ce joueur-là en tour de contrôle dans la raquette adverse, c'est d'avoir un stretch 5 qui met dedans, mais qui met des gros tirs. Et ben Olynyk qui fait son match et Olynyk fait un excellent match offensif et t'avais besoin de ça en fait. C'était peut-être ta seule voie de survie offensive. Si Olynyk du coup au début ils essayent avec Meyers Leonard, mais en fait il a plus vu le parquet assez vite. Tant Olynyk était bien dans son match, Olynyk il joue quand même 37 minutes. Hein. C'est dire à quel point il était précieux pour eux alors qu'il starte pas. Qui jouait Enfin, plus même, il jouait plus. Madiane, contre ouais. les Celtics, il jouait plus. Il a été sorti de la rotation pour Iguodala en backup 5. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, c'était ta façon de t'en sortir, c'est d'avoir un match où t'es un peu en five out et où t'as de l'espace à fond dans la raquette et tu peux réussir à gratter les points. C'est ce qu'ils ont eu. Olynyk met 24 points. Ce qu'ils ont eu en plus, je trouve, c'est la capacité à aller chercher des points sur la ligne des lancers parce que mine de rien, enfin, il y a un écart de points au lancer qui est stratosphérique. Et au lancer, du coup, Miami met 31 points sur les lancers francs, alors que les Lakers en mettent que 10. Théoriquement, t'es censé gagner quand il t'arrive ça. Quand Tu es tu shootes d'accord avec trois moi? fois plus, quand tu tires 3 fois plus de lancers francs que ton adversaire, oui. Non, mais c'est même au-delà de ça. C'est qu'en plus, tu as un pourcentage de réussite. Les Lakers sont à 58,8. Ils sont à 91,2. Ils les mettent tous. Tu mets tous tes lancers. C'est presque un scénario idéal. Et franchement, tu mets 114 points, ce qui normalement te fait gagner beaucoup de games en finale, finalement. 114 points, tu es censé gagner le match. Bah non, pas là. Et franchement, gros respect à leur attaque parce que, effectivement, les Lakers
ont jamais spécialement trouvé de solution. Moi, j'ai juste quand même des reproches un peu défensifs à faire. Des fois, il y avait des choses sur des switches un peu curieux de la part des Lakers. Les rotations étaient bonnes. Les rotations défensives des Lakers étaient bonnes, mais ils mettaient parfois quand même leur tir. Moi, c'est sur des switches où il y a eu des moments, des mauvaises communications. Et moi, j'ai trouvé quand même AD un peu en difficulté quand il fallait close out à l'extérieur. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il avait une tendance très vite à mordre dans les feintes de tir. Parce que justement, comme ils mettent dedans, Eddie avait pas envie il avait pas envie de les laisser tirer. Et du coup, c'était vraiment une menace. Enfin, la menace était si forte que du coup, tu obligeais Eddie à sortir fort, ce qui a libéré par moments des gros drives. Et ce qui a permis aussi de gratter des points en plus. Non, vraiment, là-dessus, gros respect à leur attaque. Et pareil, Jimmy Butler, il est allé plein de fois contre LeBron ou contre Dwight ou AD au cercle, mais il leur rentrait dedans. Avec une cheville endolorie en plus. Ouais, et pareil pour Crowder et aussi Olynyk où tu sais il y avait beaucoup de paniers où en fait ils attrapaient leurs propres rebonds les attaquants tellement ils allaient fort dans la raquette. Donc ils ont vraiment eu la bonne mentalité, rentré fort, ils ont mis les tirs, enfin ils sont à 40% à 3 points. Mais finalement ça n'a pas suffi. Hélas pour eux. Ouais, franchement, Comment t'as trouvé le match de Tyler Hero qui a été mis dans le 5 et donc qui ne jouait plus avec l'équivalent de la seconde unit, qui jouait plus avec, qui a joué beaucoup plus avec Butler et avec Crowder notamment. Il a été moins en vue. Finalement, il met 17 points, mais je l'ai trouvé moins en vue que ce qu'on a pu le voir faire, notamment face aux Celtics. Il a été un peu moins dedans sur son match, malheureusement, et c'est un peu dur pour lui. C'est défensivement où il est exposé. Il est très exposé. C'est un jeune rookie. Il a pas. Enfin, c'est ses premières finales. Enfin, il n'était pas attendu à ce niveau-là, donc c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher, mais bah, mine de rien, quand tu es face à des joueurs aussi expérimentés que ceux des Lakers, ben, tu te fais vite, tu te fais vite avoir et je trouve que ça a jamais, ça a été vraiment un facteur négatif pour eux et c'est un peu dommage. Donc finalement, c'était peut-être un peu trop pour lui. Ouais, tu lui demandes de jouer. 7 ans. Ouais, tu lui demandes. Il joue 40 minutes, 42 ou 43 minutes, je crois. 42-50, ouais, c'est beaucoup. C'est le deuxième temps de jeu. C'est énorme. C'est parce que Dragic n'est pas là et donc toutes les rotations changent sur ce niveau-là. Franchement, c'est compliqué. Et il est pas assez mature physiquement pour les osos d'en face. Et donc forcément, quand c'est compliqué quoi pour lui. Et je reproche pas. Il a quand même réussi à gratter des fautes. Il a réussi à faire des choses. Mais bon, c'était trop dur. C'est pas son niveau. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé comme à l'image de son équipe, courageux. La marche était peut-être un tout petit peu trop haute en fait pour Miami. Si on se projette un peu sur la suite de la série, tu l'as dit, tu penses que Miami ne refera peut-être pas un aussi bon match d'attaque et peut-être que les role-players des Lakers remettront pas aussi peu dedans. C'est terrible, tu vois, cette espèce de tandem opposé. Mais est-ce qu'on se dirige plus vers on parlera d'AD et de LeBron après, est-ce qu'on se dirige plus vers un 4-0 ou un 4-2 selon toi? Moi j'avais dit 4-1. Pour le moment, je maintiens le 4-1. C'est que je me dis qu'ils peuvent peut-être réussir à en sortir un autre de match d'attaque. Et là-dessus, ils auront besoin de Bam Adebayo pour un minimum ralentir, en fait, ne plus faire de zone. Je pense que Spoelstra a compris là, et ça sert à rien. Pas faire de zone. Et du coup tenter de survivre un peu plus en défense et d'arrêter un minimum en fait ce qui leur a manqué et sur la fin de match où ils se sont rapprochés, ils étaient pas loin des Lakers, ce qui leur a manqué c'est d'être capable de leur mettre un ou deux stops. Et ce qu'on peut voir c'est que pendant tout le quatrième quart-temps, mais vraiment l'intégralité du quatrième quart-temps, l'écart il est à 10 points ou légèrement au-dessus, mais il est jamais passé ils sont jamais revenus à 5 ou 4 points, tu vois.
Ouais. C'était un jour entre 12 et 8, quoi. Voilà, et en fait, ça c'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à les stopper. Ils ont réussi un seul run, en fait, finalement, enfin 2 runs dans ce match. Ils réussi un run dans le milieu du deuxième, où ils commencent à monter à 13, ils redescendent, ils réussissent à redescendre à 4, mais derrière ils se reprennent à run et ils finissent à mi-temps à 14. Donc ça c'est le premier run où ils ont réussi un mini-run à ce moment-là, et réussissent un espèce de deuxième mini-run, mais est-ce que tu peux parler de mini-run où tu as les Lakers qui sont à 15 et tu finis à peu près autour de 9 et 10, quoi. T'arrives pas, ils ont jamais réussi à leur mettre. Alors qu'ils mettaient plein de paniers, c'est juste que. Ouais, mais comme tu les arrêtes pas. C'est ça, t'as tout dit. En fait, c'est quand t'es en feu, en attaque, en fait, ils mettent pas des 12-0, ils vont mettre des 12-6. Et du coup, ben, ça donne pas assez. Là où contre nous ou contre Milwaukee, c'était des 9-0 qu'ils arrivaient à mettre, tu vois. Exactement. Ils mettaient des. En fait, c'est ça. Ils n'arrivent pas à mettre de run à ces Lakers parce qu'ils n'arrivent pas à les arrêter. Donc, en fait, pendant tout le match, tu prends des paniers. Donc, tu prends. Donc, tu mets pas de run. Les Lakers n'ont pas spécialement mis de run, à part un seul en fin de deuxième quart-temps où ils passent de 4 à 14 points, 14 points d'écart, 15 points d'écart assez vite dans la milieu fin du deuxième. Mais finalement, les Lakers non plus n'ont pas mis spécialement de run à part celui-là. Mais ils étaient devant tout le match et il n'y a rien à dire. Et j'ai jamais senti de moment dans cette fin de match. À un moment, je disais peut-être qu'ils vont réussir à nous arracher un clutch. Ils ont très vite, tu sens dans le quatrième que non. Et puis le problème, c'est que quand c'est pas Anthony Davis dans le troisième, c'est LeBron dans le quatrième. Donc, et ça, c'est un peu dur, quoi. LeBron, enfin, on parle du match, j'ai dit, LeBron finit à 33 points. Et déjà, on parlait des points de LeBron dans le premier match, je sais plus combien il en met 27 peut-être dans le premier match, quelque chose comme ça. 25 ou 27, ouais. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, LeBron, il fait un match très discret et c'était peut-être ce qui était inquiétant. Là, c'est encore pire parce que pareil, il en met 25 voilà, dans le premier et tu les sens pas. Là, c'est le meilleur marqueur du match et tu le sens pas non plus passer. C'est parce que il y a cette impression visuelle de surdomination de AD pour moi. Ouais, en fait, c'est l'impression visuelle, mais au final, c'est lui qui termine le travail dans ce match et pourtant, j'ai pas eu l'impression qu'il ait eu particulièrement à s'employer. Et c'est très inquiétant. Et il pourrait avoir, comme je l'ai dit, encore plus de passes décisives si Green et KCP n'avaient pas fait 3 sur 19. Donc franchement, c'est problématique pour Miami. Moi, je suis un peu comme toi. J'avais mis 4-2 sur le respect pour Spoelstra et en tenant compte surtout que Bam Adebayo et Dragic seraient là, quoi. Parce que la question, c'est ça. C'est est-ce qu'ils vont jouer demain? Parce qu'il n'y a qu'une journée de temps de latence entre les matchs. Bien sûr, il y a le secret professionnel, le secret médical des équipes. On ne saura pas avant demain après-midi, heure des États-Unis, je pense. Mais déjà, est-ce qu'ils seront à 100%? Je ne pense pas. Franchement, c'est très problématique. Tu vois, moi, je suis plus proche du 4-0 que du 4-2 pour le moment. Je pense que malheureusement, et malheureusement, parce que Miami mérite vraiment pas de se faire sweeper dans ces finales NBA, mais non, tout à fait. Moi, je pense qu'on est plus proche de ça malheureusement parce que hier, ils font un super match d'attaque et les role-players des Lakers, les role-players censés des Lakers mettent pas de tir et ils sont quand même à moins 10 parce qu'il y aura pas de défaillance de AD et LeBron. AD et LeBron seront à 25 minimum sur les matchs. Voilà, tu vois, pour moi, c'est une évidence. Ouais, mais est-ce que Anthony Davis sera à 75% au tir si Bam Adebayo est pas à 100% et que tu fais jouer beaucoup de Kelly Olynyk, du Solo Hill et du Myers Leonard, ça peut être compliqué. Franchement, on en reparlait, on en discutait en live, le début de troisième quart-temps de AD, c'est des flashs de top 3 meilleurs joueurs du monde. Ilias en parle souvent, il dit que sur certains passages, Anthony Davis montre des choses de « je suis le meilleur joueur du monde ». Alors, il y a toujours LeBron, il y a KD, tout ça, mais ce qu'il fait hier, je sais pas ce que tu en as pensé dans l'exécution. Il mettait tout à mi-distance, en fait. Ça s'en devenait écœurant, en fait. Et donc, franchement, est-ce que ton image d'Anthony Davis change avec ses playoffs et avec ses performances durant même ses finales NBA?
En fait, il est jamais allé loin. Donc moi, je me suis dit, ok, il est jamais allé loin. On sait on sait qu'il a le potentiel. Mais des fois, tu as des joueurs où ils te mettent des cartons en saison régulière, ils te portent leur équipe, mais quand ils atteignent ce niveau, tu te rends compte que c'est finalement pas vraiment leur niveau, parce qu'ils C'est sont trop pas haut, ouais. capables de hausser et que c'est trop pour eux. Et ben c'est pas du tout ce que j'ai pu voir. Et là, enfin, hélas pour le hit, quoi. Il est capable de hausser son niveau de jeu et de faire les mêmes chantiers qu'il peut faire en saison régulière, en playoff et en plus en finale NBA. Il finit à 32 points ce match-là avec une impression visuelle et un troisième carton où il loupe pas un tir, vraiment. Et Et il sachant prend un qu'il a... tir compliqué surtout. C'est pas que Ouais, des rebonds, c'est du pull-up à mi-distance ou c'est des moves de délier, hein, ce qu'il fait. Mais sauf qu'il fait 2-10 quoi. ouais. Et il en met 34, il a plus de 30 points en moyenne sur ses finales, c'est terrible. Mm. C'est terrible pour l'équipe en face. Et en plus, pareil, il les a bouffés au rebond offensif. Il leur a mis des putbacks, il leur a tout fait. Enfin, visuellement, sur un peu, là, c'est un débat qui va venir sur le débat du MVP des finales. Moi, je suis très partagé pour l'instant, tu vois. L'impression de visuel est dédiée plus supérieure, mais l'utilité d'un LeBron est formidable en fait. Mm. J'ai l'impression que LeBron reste le plus valuable, mais que Davis est le plus dominant. Mm. C'est ça le truc. Ouais, Mais ouais. vraiment, t'as l'impression qu'il les domine et les gens qui parlent du Shaq, c'est un autre style que le Shaq. Mais je comprends pourquoi on parle du Shaq. C'est vraiment une domination. Il y Mm. a- et en fait, il n'y a pas le personnel en face. Et c'est ce que j'ai dit en plaisantant dans la conversation, c'est que quand à un moment le prix sur le marché des UND avait grandement augmenté, notamment à cause des Warriors, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est quand tu veux battre, tu regardes quelle est l'équipe à battre et du coup c'est selon cette équipe-là que tu vas t'ajuster. Et ben là, je pense que le prix des stoppers intérieurs un peu mobiles va Mm. un peu augmenter dans les années futures à cause de ce mec-là que tu risques de croiser en compagnie de LeBron James très haut dans les playoffs. Ouais, bah, c'est sur une ligue de réaction, de Mm, copiage et de réaction. Donc tout à fait. c'est clair que après ce qu'on se disait aussi hier, il y a beaucoup de gens qui disent parce que nous beaucoup de gens qui ont je pense un a priori anti small ball de base qui depuis 4 5 ans sont un petit peu énervés que des papes du small ball comme nous se délectent et qui sont en train de dire ouais regardez Davis c'est le tueur du small ball, c'est qu'il y a combien d'Anthony Davis en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas c'est même pas limite un tueur du small ball. C'est le pire dans ce qui peut se faire du small ball, c'est-à-dire que tu fais un small ball avec un mec qui est méga grand. C'est C'est ça. ça, c'est ça le problème. Les gens comprennent pas que le small ball, c'est pas la taille, c'est les attributs des joueurs en fonction de la taille. C'est-à-dire que Anthony Davis, il peut faire des trucs que pouvaient pas faire des 5 avant. Voilà. Bah Donc ouais. c'est pour ça que tu peux jouer en small ball avec lui en fait. T'as un mec de 2 m 08 et de 2 m 27 d'envergure Mm. qui peut dribbler comme un meneur. Et qui pull up à 3 points. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est pas la fin de cette tendance. Il joue pas au poste, hein. Enfin, Et si, il regarde, joue au Miami poste, joue mais c'est small ball, Miami joue small ball et ils sont très forts en attaque. Tu vois. exactement. C'est une anomalie finalement d'avoir un joueur comme Complètement. ça. Enfin, t'as deux anomalies finalement. T'en as trois même. On peut se dire ça. Et c'est finalement ça fait partie des meilleurs joueurs. Complet. C'est LeBron, c'est Durant, c'est lui. T'as l'anomalie de Giannis également, même si Mm. bon, Exactement. on va pas Et trop en parler. Ces anomalies, c'est eux qui font que le jeu. Enfin, ils incarnent leurs pattes sur le jeu, mais c'est pas le reflet d'une tendance de complètement. coaching ou de la fin du small ball, quoi. Les pivots hyper forts offensivement avec des skills de, qui peuvent faire autre chose que ce que font les pivots historiquement. Il y en a trois en NBA. À ce niveau-là, c'est selon moi, hein, c'est Davis, Towns et Jokic.
Voilà, c'est ces trois gars-là. Et donc, se dire, ah, ces trois gars-là, c'est des solutions au small, ouais, donc il y a 27 équipes qui n'ont pas de solution. Donc, c'est pas une solution, en fait. C'est un peu le problème. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'impression visuelle d'AD est énorme, là où LeBron est LeBron, quoi. Mais LeBron Ouais. est, voilà, Mm. c'est le gars, chaque soir, il te fait du 26-8-8 minimum, sans forcer, quoi. Sans forcer. Ça me fait penser au final qu'ont disputé les Warriors, où il y a eu un moment, un mini débat qui s'était instauré entre Curry et KD après les deux premiers matchs, parce que justement on voyait bien que la série allait très vite se terminer. Je pense que comme ça s'est joué à ce moment-là, ça se jouera à qui terminera le hit. C'est-à-dire que si les Lakers remportent ces finales, comme les données actuelles semblent le laisser à penser, ça se jouera vraiment à qui c'est qui va les terminer. Et celui qui les terminera sera le MVP des finales. Et ce sera, à mon avis, comme ça que ça se jouera dans l'esprit des votants. Hmm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que... J'ai une autre question. C'est qui le troisième meilleur joueur des Lakers sur ces deux premiers matchs, Ah, pour toi? Rondo? Ouais, Rondo. Ouais. Je sais pas, c'est Rondo, facile, hein. Pour moi, le troisième meilleur joueur des Lakers sur l'ensemble des playoffs, c'est KCP. Et sur les deux premiers matchs, c'est Rondo, je pense, aussi. Je suis assez d'accord, franchement. Bah, quand je le disais, s'il met dedans sur catch and shoot à 3 points et qu'il perd pas de ballon, c'est le meilleur backup meneur de la ligue si c'est ça. Tout simplement. Défensivement, il est pas exceptionnel, mais là, il y a les guards de Miami sont pas très grands, donc il se fait pas non plus totalement défoncer. Donc, ouais, je suis d'accord, Rondo. Et en fait, pour moi, tout simplement, sur les premiers matchs, sur les deux premiers matchs, il y a qu'un joueur que je vois négatif, c'est Kuzma. Dans les 9 qui jouent du côté des Lakers. Parce que sur le banc, Caruso, Rondo et Markieff Morris sont, je trouve, vraiment positifs. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être l'une des réussites de ces Lakers, c'est qu'ils ont 9 joueurs. Mm. Et 9 vrais joueurs. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que là, on pensait qu'ils seraient un peu short en début de saison. Bah, finalement, ils ont un Dwight qui leur donne d'excellentes minutes. Ils ont un Caruso qui leur donne d'excellentes minutes. Ils ont un Morris aussi qui leur donne de très bonnes minutes. Bonne Et, pioche, Morris, à la ouais, deadline. Ouais. et franchement, on n'aurait peut-être pas parié là-dessus. Ah non. Bah, finalement, c'est ce qui les rend plus hauts que ce qu'on aurait pu penser. Et encore, ce qui est inquiétant, en fait, peut-être pour la suite, c'est qu'ils ont même pas Bradley, qui a été très précieux pendant toute la saison C'est régulière, clair, c'est clair. et il est pas là. Et là où t'as un KCP, un Green qui sont pas là du tout pendant ce match et ils gagnent quand même, euh, il va être très peu probable d'avoir à la fois un Bradley, à la fois un KCP et à la fois un Green qui se rate dans un avenir Ouais, c'est clair, c'est clair. prochain. Green s'est un peu blessé sur la fin de match. C'est Ouais. pour ça qu'on a vu JR dans le quatrième quart-temps. À voir pour le match 3. J'allais te demander dans une dernière question, quelle rotation Miami peut faire dans le 3? Est-ce que tu changerais des choses? En partant du point de vue qu'on ne sait pas si Bam et Dragic pourront rejouer. C'est-à-dire que hier, en fait, ils ont mis Hero et Leonard dans le 5 et Nunn a pris les minutes de Dragic en sortant de banc, donc les minutes qu'Hero prenait, vu qu'Hero était mis dans le 5, et Olynyk est sorti de la boîte. C'est-à-dire on avait Iguodala, Olynyk, Kendrick Nunn, un peu de Derrick Jones aussi qui est sorti du banc. Qu'est-ce que t'en penses de ces ajustements de Spo? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Il y a des joueurs que tu ferais moins jouer ou... Moi, je pense qu'il a tout tenté, personnellement. Mais... En fait, c'est ce que j'ai développé en fait, c'est que pour les arrêter au moins défensivement, il a tout tenté. Moi, je pense qu'il doit retenter la même chose, c'est-à-dire peut-être faire starter Olynyk, tenter d'emballer le match offensivement, d'échanger des paniers et de se dire que faut vraiment que là tu es les gars que t'es les Lakers qui mettent pas du tout dedans à l'extérieur, parce que ça reste quand même des streaky shooters dans l'ensemble, donc
tu peux peut-être espérer qu'ils mettent pas du tout dedans et que si jamais Adebayo peut t'offrir quand même, parce qu'il a l'air de vouloir revenir pour le Game 3, si Adebayo peut t'offrir des bonnes minutes en individuel pour au moins ralentir Eddie, tu t'enlèves le problème que tu as eu dans le troisième quart-temps où il s'est baladé dans ta raquette. Je suis d'accord. C'est compliqué, c'est dommage pour le suspense. Ouais, en fait, je pense qu'on est tous les deux dans la même attitude. On aimerait bien que ces finales soient plus explosifs, mais pour l'instant, on aimerait se tromper, mais on voit pas beaucoup d'éléments d'espoir pour ce hit parce que offensivement, ils ont fait ce qu'il fallait. Défensivement, ils ont coulé et encore, KCP et Green, ils ont même pas mis leur tir. Ouais, tu vois, puis surtout quand moi on a vu Miami vraiment bien disposé de Milwaukee, on les a vus faire une grosse série contre Boston au complet, capable de faire plein de choses. Donc là, c'est surtout dommage en fait. C'est dommage. Ils auraient pu apporter une bonne comment on appelle ça, opposition aux Lakers s'ils avaient été à fond. On espère vraiment que on espère que Bam et Dragic seront là en bonne santé surtout. Parce que sinon, je pense que... Dragic, j'ai peur que la série soit déjà terminée. Oui, moi aussi. Mais là, je suis très positif dans ça, tu vois. Mais... Tu vois, c'est compliqué. Sinon, j'ai peur que milieu de semaine prochaine, ça soit fini déjà. Bah ouais. Donc voilà. Et moi, pour l'instant, j'ai dit 4-1 et... J'ai pas l'impression... je trouvais mon 4-1 ambitieux, mais là, j'ai pas l'impression d'avoir d'éléments qui viennent me contredire. Ouais. Bon, moi, j'avais mis K2 vraiment pour le respect de Miami, mais je leur, tu vois, des fois, tu te donnes un match en plus, tu as une équipe pour... Non, mais moi, j'étais entre 4-1 et 4-2, tu vois, si je disais c'était 4-1 et demi, et finalement, j'ai cut sur 4-1 en me disant non, LeBron trop sérieux. Et là, en plus, t'as les circonstances qui vont pas avec, donc j'aimerais beaucoup que le Heat puisse prendre une game, qu'au moins ces Lakers puissent douter et qu'on voit comment ça réagit en face. Et comment il s'adapte et peut-être gagner un peu plus de temps pour la série pour que Adebayo puisse au moins être à 80-90% de ses capacités sur le terrain, ce qui pourrait rendre la série quand même un minimum plus intéressante. Complètement. C'est vrai que c'est un peu on va terminer là-dessus, une fin de playoff un petit peu décevante par rapport aux playoffs qu'on a eu où c'était on a eu d'excellents playoffs. Feu d'artifice complet, je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça après ces finales. Madiane, on va se quitter. On a été chargé par l'équipe de débriefer ce match 2. Je pense que ça a été fait. Petit pronostic qui me gagne le match 3. J'ai pas l'impression que les Lakers vont les lâcher et je pense qu'ils vont tenter de mettre le 3-0 pour terminer cette série et après ça finira en 4-0, en 4-1. C'est vraiment ma crainte, c'est que LeBron ne laisse pas passer et que limite il peut taper du poing sur la table avec un sweep. Ça pourrait l'intéresser. Et en plus, il y a ce débat du MVP des finales. Et je pense que pour lui, être le premier MVP des finales dans 3 franchises différentes, c'est aussi quelque chose dans sa course à la chèvre, course à l'histoire, qui du coup l'intéresse beaucoup. Donc j'ai bien peur que ce soit que l'odeur du sang appelle trop LeBron dans ce Game 3. Complètement. On vous remercie de nous avoir écoutés, suivis. N'hésitez pas à réagir avec nous. On essaie d'être un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux en ce moment. On a un nouveau logo. On change des choses dans cette fin de saison. On va se retrouver lundi pour le débrief du match 3. Je sais pas quelle doublette sera présente, mais on essaie d'un peu tourner pour que tout le monde puisse un petit peu dans l'équipe donner son avis en fait sur la série, sur les match-ups et tout ça. Donc voilà, passez un bon week-end, un bon match 3, profitez parce que la NBA c'est peut-être bientôt fini et ensuite ça sera beaucoup de free agency, beaucoup de draft et on sait pas quand est-ce que la saison 2020-2021 reprendra. Madiane, c'était un plaisir et on se retrouve très très vite. Salut, à plus. Salut.